D'accord, bonjour à tous et bienvenue. Je suis très heureux d'accueillir à nouveau dans l'émission Alex Kreiner, analyste de marché et auteur. J'attends toujours avec impatience nos échanges. Bienvenue à nouveau. Merci de m'accueillir, Glenn. Ravi d'être à nouveau avec vous. Je tenais vraiment à m'entretenir avec vous au sujet des négociations en cours, c'est-à-dire les États-Unis, ces négociations que nous observons, notamment avec la Chine, mais aussi avec le reste du monde, depuis ce que les Américains appellent, ou que Trump appelle, le jour de la libération. Cela ne ressemble pas à des négociations habituelles. Les efforts de l'Amérique pour réorganiser l'ensemble de l'économie mondiale semblent également s'ancrer dans la nécessité de modifier radicalement la stratégie géopolitique. Autrement dit, l'ordre hégémonique s'est avéré coûteux. Ils ont épuisé leurs ressources et les puissances montantes s'unissent pour contrebalancer leur influence. Je pense que nous sommes arrivés à un point où les États-Unis sont désindustrialisés, submergés par une dette insoutenable, perdent leur leadership technologique, leur domination bancaire s'effrite et la monnaie de réserve ne semble plus reposer sur des bases solides. Il me paraît donc raisonnable de dire qu'il pourrait être arrivé au bout du chemin, d'autant plus que le reste du monde commence à chercher des alternatives. Mais selon vous, qu'essaye d'accomplir Trump avec tout cela? S'agit-il d'une sorte de grand reset mondial ou voyez-vous un plan directeur de la part des Américains? Eh bien, je dirais que Trump a probablement une mission. Et jusqu'à présent, je crois que lui et son cabinet, ou du moins les personnes qui lui sont loyales au sein de son cabinet, sont sincères à ce sujet. Je pense qu'ils ont assez clairement exprimé cette mission lorsqu'ils affirment considérer l'ordre mondial d'après-guerre comme obsolète. Marco Rubio a même déclaré que cet ordre mondial est utilisé comme une arme contre les États-Unis. Il a également dit, à la même occasion, que la nouvelle réalité est celle des intégrations multipolaires. Donc, comme vous l'avez justement noté, et je pense qu'en tant qu'historien, vous apprécierez cela, il est très typique que lorsqu'une nation devient l'hôte d'intérêts impérialistes, cette nation, en règle générale, et je pense presque sans exception, s'épuise économiquement et militairement, et même déchire sa réputation diplomatique à travers le monde. Et tout cela est arrivé aux États-Unis. Donc bien sûr, il y a des intérêts aux États-Unis qui ne veulent plus jouer ce rôle. Je pense que Donald Trump représente ces intérêts. Maintenant, bien sûr, il y a aussi ceux qui avaient un intérêt à diriger l'Empire mondial, qui en bénéficiaient, ce qui n'est pas le peuple américain, pas les 89%, mais ils sont désespérés de conserver ces privilèges et de perpétuer le système qui leur a accordé ces privilèges. Donc, comme cela arrive généralement, il y a un conflit interne. Je pense que Trump veut effectivement adopter les intégrations multipolaires. Et si vous voulez faire cela, qui sont vos partenaires? Évidemment, ce seront principalement la Russie et la Chine. Il est donc logique, dans ce sens, que Trump ait contacté Vladimir Poutine à 2 reprises, qu'ils aient eu 2 longues conversations. Nous ne savons pas de quoi ils ont parlé, mais il est clair que leur relation est cordiale et constructive. La préoccupation de Trump est de savoir comment présenter le désengagement des États-Unis de l'Ukraine au public américain, au public occidental, et de susciter le moins d'opposition possible de la part de ceux qui souhaitent que les États-Unis poursuivent leur engagement envers l'Ukraine. Je pense donc que cela explique peut-être pourquoi les politiques de Trump semblent aussi erratiques et chaotiques. Parce qu'il ne peut pas jouer franc jeu. Je pense que, pour des raisons politiques, il ne peut pas révéler ses intentions trop à l'avance. Imaginez s'il avait dit dès le premier jour qu'il allait faire la paix avec la Russie.
qu'il allait ouvrir un nouveau chapitre dans les relations entre les États-Unis et la Russie, et qu'il allait simplement abandonner l'Ukraine et laisser les Européens s'en occuper. Je pense qu'il aurait été attaqué sans relâche, 24 heures sur 24, depuis les 123 jours qu'il est dans le bureau ovale, par les médias et tous ses ennemis, non seulement aux États-Unis, mais aussi en Europe occidentale, à l'OTAN, au Royaume-Uni, en France, et ainsi de suite. Et donc, je pense que pour cette raison, même si j'ai de bonnes sources pour dire que Trump n'est pas un penseur particulièrement profond, il a tout de même une certaine intelligence pratique. Il me semble donc que son approche consistait à avancer sur deux fronts. Il envoyait le général Kellogg à Londres, Kiev, Bruxelles, Paris, etc., pour rencontrer les alliés traditionnels des États-Unis et donner à tout le monde l'impression que cette option était envisageable. D'un autre côté, il envoyait Steve Witkoff, son homme de confiance, pour avoir de véritables discussions avec les Russes, avec Vladimir Poutine, où de vraies informations étaient échangées. Donc je pense qu'il aura une très bonne compréhension de la situation, de ce qui est réaliste ou non, des priorités russes et de la ligne rouge de la Russie, ce sur quoi ils ne céderont pas. Donc je pense qu'au final, je crois que Trump va s'accommoder de la Russie. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de sanctions, car cela n'est pas entièrement sous le contrôle de Donald Trump. C'est-à-dire qu'il pourrait y opposer son veto si le Congrès vote ces sanctions. Et il semble que cela pourrait arriver. Celle écrasante que Lindsey Graham fait passer au Congrès. Et cela ne signifie pas non plus que la coopération militaire avec l'Ukraine va s'arrêter du jour au lendemain. Mais vous savez, je ne sais pas ce qui a été discuté entre Trump et Vladimir Poutine, ni entre Steve Witkoff et Vladimir Poutine. Il me semble tout à fait possible, étant donné l'avantage militaire actuel de la Russie, et le fait que, selon moi, le ratio de pertes entre soldats russes et soldats ukrainiens dépasse largement 1 pour 10 et se rapproche probablement de 1 pour 20, que les Russes ne se sentent pas particulièrement préoccupés par l'éventualité que les États-Unis cessent de fournir des munitions, des armes et des renseignements de ciblage aux Ukrainiens. Car tant que ce soutien perdure, ils continueront à se battre et les Russes continueront à les détruire, ce qui était l'un des 4 objectifs majeurs des Russes lorsqu'ils ont lancé l'opération militaire spéciale, à savoir la dénazification et la démilitarisation de l'Ukraine. Donc je pense que, de ce point de vue, il y a eu un véritable changement, bien sûr, dans la politique américaine. Et je pense que c'est une voie bien meilleure, parce que ce que faisait l'administration Biden, peu importe qui en était à l'origine, nous poussait réellement vers une 3e guerre mondiale entre 2 puissances nucléaires. Donc je pense que tout le monde, au moins sur ce point, devrait soutenir ce que Trump essaie d'accomplir. Eh bien, comment voyez-vous la réorganisation avec la Chine cependant? Parce que, encore une fois, ils doivent s'ajuster face aux grandes puissances. Donc je comprends que les États-Unis doivent réorganiser leur partenariat ou leur approche globale vis-à-vis de la Russie, ce qui signifie, bien sûr, reléguer au second plan les Européens et les Ukrainiens. Mais qu'espèrent-ils accomplir avec les Chinois? Parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont conclu des accords commerciaux très généreux avec les Européens de l'Ouest. Ils le rappellent souvent, et c'est tout à fait exact. Ils considéraient cela comme un investissement pour avoir des alliés solides. Encore une fois, ils voulaient que l'Europe de l'Ouest soit plus prospère et paraisse meilleure que l'Europe de l'Est. Ils voulaient que l'Allemagne de l'Ouest soit meilleure que l'Allemagne de l'Est, que la Corée du Sud soit meilleure que la Corée du Nord,
et que Taïwan soit la meilleure Chine par rapport à la Chine continentale. Mais aujourd'hui, bien sûr, les États-Unis se trouvent dans une situation différente. Il y a désormais ces grandes puissances émergentes capables de rivaliser avec les États-Unis, et elles coopèrent également pour un équilibre collectif. Mais en même temps, on constate que les États-Unis doivent modifier leurs relations avec leurs partenaires. Ils ne peuvent plus être aussi généreux qu'auparavant. Et je pense que c'est pour cela que vous avez vu Trump, lors de sa première administration, se retirer d'accords comme l'ALENA et le partenariat transpacifique. Avant, c'était très idéal. Les États-Unis pouvaient rédiger les règles du commerce et garantir une position privilégiée. Mais la principale préoccupation était que les Alliés retiraient à la fois la compétitivité économique et la puissance industrielle des États-Unis. Donc oui, tu as disparu une seconde. Eh bien, j'allais dire, voici mon point. Les États-Unis voient la nécessité de contenir la Chine, d'amener d'autres pays à couper leurs liens avec les Chinois. Mais ils font cela en même temps qu'ils réorganisent leurs relations avec leurs alliés pour les rendre plus extractives. Ainsi, ils menacent les Taïwanais et les Japonais au moment même où ils veulent qu'ils intensifient le confinement de la Chine. Il y a là beaucoup de contradictions. Comment vois-tu l'administration Trump manœuvrer dans cette situation? Eh bien, je vais devoir deviner parce que je ne sais pas. Et je ne pense pas que beaucoup de gens le sachent vraiment. Je pense, encore une fois, qu'à la lumière du fait que Trump veut changer l'approche de la politique américaine, passer du statut d'hégémon mondial à celui d'une puissance parmi d'autres, qui s'oriente vers une intégration multipolaire mondiale, en tant qu'égale. Dans ce sens, il serait logique d'être un partenaire avec la Chine, d'avoir des relations constructives avec la Chine. Nous en savons peu à ce sujet, mais je me souviens qu'il y a quelques semaines, Trump a donné l'une de ses conférences de presse en tête-à-tête, au cours de laquelle il a dit « J'ai une très bonne relation avec Xi, et nous parlons beaucoup ». C'est ce qu'il a dit. Maintenant, qu'il dise la vérité ou non, je n'en sais rien. C'est ce qu'il a dit. Et puis il a aussi, vous savez, pour se donner de la crédibilité, déclaré « Vous remarquez que je n'appelle plus ça le virus chinois, n'est-ce pas ?» Donc, cela m'indique quelque chose. Et je pense que tant que les États-Unis auront confiance en leur dynamisme économique, et je crois que des gens comme Trump, s'ils pêchent par quelque chose, c'est par excès de confiance. Ils estiment probablement que s'ils abordent ces intégrations multipolaires sur un pied d'égalité, les États-Unis s'en sortiront bien. Et vous savez, quand on parle d'accorder des conditions généreuses à d'autres nations, cela revenait en réalité à ce que les États-Unis empruntent de l'argent à ces nations pour consommer leurs produits, ce qui est une position totalement intenable. Ainsi, les États-Unis étaient l'économie de consommation ultime dans le monde, absorbant tout simplement la production des autres pays et empruntant de l'argent pour le faire, ce qui signifie qu'ils sont aujourd'hui endettés jusqu'au cou, et une bonne partie de cette dette est extérieure. Donc évidemment, cette approche est totalement insoutenable, et il va falloir changer. Et même sur ce sujet, les déclarations explicites de l'administration Trump étaient que les États-Unis veulent redevenir une puissance industrielle. Je crois que Trump a dit exactement qu'il voulait que les États-Unis deviennent une superpuissance industrielle. Et cela montre qu'ils veulent revenir à la production de biens qu'ils peuvent échanger avec le reste du monde, c'est-à-dire devenir un pays exportateur. Alors vous savez, je pense qu'aujourd'hui, avec un marché très vaste dans le sud global, parce qu'il ne s'agit plus seulement d'économie purement coloniale et extractive, mais d'une prospérité qui augmente de manière générale. Et je crois que l'an dernier, j'ai lu, je crois que c'était de la Banque mondiale ou du FMI,
qu'environ 135 millions de nouveaux consommateurs mondiaux avaient été ajoutés à l'économie mondiale. Dans ce contexte, il est logique d'être un pays producteur et exportateur. Si j'étais à la Maison-Blanche, ça me semblerait extrêmement attractif. Et puis, sans parler du fait que la Russie est un partenaire potentiel, qui est en termes de ressources naturelles, la nation la plus riche du monde. Et Vladimir Poutine a également été explicite sur le fait que les États-Unis sont tout à fait les bienvenus pour s'associer à la Russie afin de développer ses ressources au bénéfice de tous. Pour moi, cela semble tellement convaincant et tellement évident que cela ne devrait même pas être controversé. Sauf que l'on fait encore face à des décennies de pensées enracinées, car depuis même avant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis sont pratiquement devenus le bras armé de l'Empire mondial. Et la stratégie de l'Empire était complètement différente. Il s'agissait de maintenir le Sud global dans la pauvreté et d'utiliser ces populations comme une main-d'œuvre bon marché afin d'extraire leurs ressources et de les expédier à l'état brut vers les nations occidentales où elles sont transformées et où le commerce devient un flux financiarisé, où la richesse afflue vers Wall Street, la City de Londres et des endroits comme Paris, Tokyo, Berlin et ainsi de suite. C'est donc un terme très, très fort, car il marque en réalité une rupture avec les 5 ou 6 derniers siècles d'histoire, durant lesquels l'Occident bénéficiait d'une primauté incontestée et pouvait imposer ses conditions, conditions commerciales, conditions de développement et tout le reste. Et bien sûr, ce ne sera pas une transformation facile. Trump est dans le bureau ovale depuis 123 jours. Il faut être réaliste quant à ce qu'il peut accomplir en si peu de temps, même en 4 ans, alors encore moins en 123 jours. Mais d'après tout ce que j'ai vu jusqu'à présent, il me semble assez clair que c'est la direction que l'administration souhaite prendre. Et je pense que c'est pour cela que le peuple américain a réellement voté. Oui, eh bien, ils l'ont fait. Ils ont effectivement voté pour cela. Et je pense aussi que, malgré tous ces défauts, la critique envers Trump manque souvent de profondeur. Et j'ai tendance à faire partie de ceux qui critiquent ses politiques économiques. Mais ce que cette critique néglige souvent, c'est que le statu quo n'était pas tenable. Les gens reconnaissent donc que, comme je l'ai dit auparavant, on arrivait au bout du chemin. Mais néanmoins, lorsqu'ils critiquent ce qu'il fait, je ne vois pas en quoi le statu quo aurait été une alternative viable non plus. Quelle serait, dans l'ensemble, une bonne approche? Ce qui m'amène à une autre question. Trump a tendance à se présenter, du moins comme étant très anti-guerre, simplement parce que c'est un énorme gaspillage de ressources. Les États-Unis peuvent-ils réellement se retirer de ces guerres? Il y a évidemment beaucoup de discussions sur le complexe militaro-industriel et sur le rôle significatif et important qu'il joue dans l'économie. George Kennan, en 1987, je crois, a dit quelque chose dans ce sens. Si l'Union soviétique devait sombrer dans la mer, il nous faudrait très vite trouver un nouvel ennemi, car toute l'économie est organisée autour de ce complexe militaro-industriel, qui s'immisce aussi dans la politique. Mais au-delà de cela, parce que oui, j'ai récemment parlé avec une personne qui a passé plusieurs décennies dans le renseignement britannique, et il soutenait qu'il existe une lutte pour la garantie dans le système bancaire. Et j'ai pensé à vous pour être honnête, car c'est un sujet qui vous préoccupe. Pensez-vous que cela soit aussi un problème lié aux guerres étrangères? Eh bien, vous savez, la lutte pour les garanties est peut-être moins importante que celle contre les intérêts bien établis qui se sont développés autour de cette stratégie, où l'Occident est simplement allé à l'étranger pour revendiquer sa part des ressources d'autrui, les transformant en ses propres garanties financières. Et comme il n'y avait pas d'opposition ni d'alternative,
Ils ont pu agir ainsi pendant des centaines d'années. Je pense que, sur le plan de la politique intérieure aux États-Unis, une opposition plus forte viendra probablement des intérêts bien enracinés, comme le complexe militaro-industriel. Le complexe militaro-industriel aux États-Unis a été mis en place depuis 1950, de telle manière qu'ils ont délibérément réparti divers sous-traitants dans tout le pays, de sorte qu'il y avait des grands contractants militaires dans chaque circonscription électorale importante, rendant pratiquement impossible de s'y opposer. Cela signifie que si vous dites que vous êtes en faveur de la paix, c'est très bien, mais il y a des personnes très riches et puissantes qui ne sont pas en faveur de la paix. Non pas parce qu'elles aiment tuer d'autres personnes, mais parce que c'est une bonne affaire pour elles. Plus l'armée américaine utilise de munitions et d'avions, plus elle doit passer de nouvelles commandes. C'est donc extrêmement lucratif pour une grande partie de l'économie américaine. Donc, vous savez, j'ai essayé d'insister sur ce point parce que les gens doivent être réalistes quant à ce qu'ils peuvent attendre de Trump. Même s'il est sincère, il faut comprendre que c'est pas comme si on arrivait à la Maison-Blanche et qu'on disait « Bon, à partir de maintenant, tout le monde doit porter des chaussures blanches dans cette administration et que tout le monde se présenterait en chaussures blanches sans poser de questions. » Cette semaine, j'ai regardé une interview de Larry Johnson et du colonel Douglas McGregor sur la chaîne YouTube de Larry Johnson. Douglas McGregor a raconté son expérience lors de la première administration Trump en 2016. Trump avait fait venir Douglas McGregor dans l'administration parce qu'il voulait retirer les États-Unis d'Afghanistan, de Syrie, d'Irak et d'Europe. Alors, il l'a fait venir et lui a dit « Hey, comment peut-on faire ça ?» Et Douglas McGregor lui a répondu « Écoutez, vous pouvez faire l'une de ces choses. Vous ne pouvez pas toutes les faire. » Alors Trump a dit « D'accord, concentrez-vous sur l'Afghanistan. Comment en sortir ?» Et Douglas McGregor a répondu « C'est simple. Il suffit de rédiger un décret exécutif. » Ils ont donc rédigé un décret. Trump l'a beaucoup aimé et il l'a signé. Et puis tout à coup, il raconte que tout a explosé. Le secrétaire à la Défense par intérim, la Commission des Forces armées du Sénat, les principaux membres du Congrès, les sénateurs, tous ont débarqué à la Maison-Blanche. Et ils disaient « On ne peut pas faire ça. C'est de la folie. » C'est impossible, disait-il. Nous avons des alliés avec nous en Afghanistan. Nous ne pouvons pas simplement les laisser là-bas. Nous avons d'autres engagements. Et vous savez, évidemment, personne n'aime le mentionner, mais il y avait beaucoup de sous-traitants qui gagnaient énormément d'argent en Afghanistan. Donc au final, ils ont réussi à le dissuader. Il est revenu sur son propre décret exécutif. À ce moment-là, il n'a pas abandonné, mais il a dit « D'accord, alors combien pouvons-nous réduire ?» Finalement, ils ont dû laisser 5000 soldats en Afghanistan. Et il était clair que c'était pour les sous-traitants, car on ne pouvait pas mettre en péril les affaires lucratives de tous ces sous-traitants en Afghanistan. Donc, même s'il est le commandant en chef et que les gens pensent qu'il est l'homme le plus puissant du monde, il n'a pas pu imposer sa décision. Donc je suppose que cette fois encore, il fait probablement face à une opposition similaire. Je pense donc qu'il s'agira de progresser millimètre par millimètre pour sortir de l'enchevêtrement dans toutes ces guerres permanentes et aller vers une économie pacifique. Mais vous savez, cela prendra du temps. Il aura besoin de l'aide des Russes et des Chinois, et d'autres encore, peut-être l'Iran, peut-être l'Inde, et ainsi de suite, où les intérêts américains trouveront une alternative en concluant des accords commerciaux avec la Chine, avec la Russie, et sur une base différente, plutôt que de suivre les troupes, de pointer une arme sur la tempe des gens et de dire « Nous sommes là, maintenant vous allez faire ce qu'on vous dit ».
Au lieu de cela, peut-être serrer la main, conclure un accord qui satisfait tout le monde et être un partenaire pacifique pour les autres nations, comme les autres nations le sont entre elles. Peaceful partner to other nations as other nations are between themselves. And then you also have Et puis il y a aussi cette pensée enracinée qui existe chez beaucoup de gens aux États-Unis, ce qui est très regrettable, car il y a cette conviction que pour avoir accès au pétrole du Moyen-Orient, nous devons contrôler la région. Et donc, par conséquent, nous devons soutenir Israël comme notre allié dans cette région. Je ne sais pas d'où vient cette idée, mais c'est complètement faux, car on peut obtenir ces ressources simplement en les échangeant. Il n'est pas nécessaire d'avoir des bases militaires au Moyen-Orient. Les Italiens n'ont pas de base militaire. Les Suisses non plus. Les Norvégiens non plus. Nous obtenons tous notre pétrole du Moyen-Orient lorsque nous faisons le plein, parce que nous l'achetons. Et le monde peut parfaitement fonctionner sur cette base. Je pense que ce mythe selon lequel il est nécessaire d'avoir une base militaire quelque part pour avoir du pétrole, du café, du chocolat et des fruits exotiques est une sorte de toxine cérébrale qui provient du système bancaire. brain toxin that comes from the banking system. Et pourquoi les Chinois? Ou pensez-vous que les Chinois et les Russes chercheraient à réorganiser leurs relations avec les États-Unis de cette manière? Parce qu'en ce moment, avec la pression que les États-Unis exercent sur eux, on observe une réaction visant à réduire leur dépendance vis-à-vis des États-Unis. Pensez-vous par exemple que le dollar pourra rester une monnaie de réserve alors qu'il est de plus en plus utilisé comme une arme? J'imagine que si les États-Unis veulent s'intégrer dans ce système multipolaire, ils ne peuvent pas le faire tout en conservant ces ambitions hégémoniques, où ils cherchent à affaiblir leurs rivaux. Et tant qu'ils tenteront d'affaiblir d'autres puissances montantes, celles-ci chercheront des moyens de couper les instruments hégémoniques de l'Amérique, que ce soit le secteur bancaire, le dollar, ou sa domination très lucrative dans certaines technologies. Comment voyez-vous cela affecter la Chine? Comment les États-Unis s'ajustent-ils? Well, I think that having a Eh bien, je pense que, vous savez, avoir une monnaie de réserve implique que vous devez faire respecter la conformité et que le commerce doit passer par vos banques. Au final, les nations ont des comptes auprès de votre banque centrale. En gros, vous donnez du pouvoir à des intérêts privés qui sont ceux qui encouragent la colonisation et l'impérialisme. Donc, si vous voulez vous éloigner de cela, il faut changer le système monétaire et la manière dont vous interagissez avec les autres pays dans le monde. Vous savez, je ne sais pas quel sera le résultat de tout cela, mais j'ai lu des articles de Sergei, non pas Sergei Karaganov, Sergei Glaziev, sur la réflexion russe concernant une monnaie alternative de règlement commercial au dollar américain. Ils envisageaient une monnaie qui serait adossée non seulement à l'or, mais aux matières premières en général. Dans ce système, chaque pays participerait en fonction de la proportion de ses exportations de matières premières, que ce soit de l'or, de l'argent, du pétrole, du gaz, du café ou autre. Et si un tel système monétaire venait à se concrétiser, il n'y aurait aucune raison pour que le dollar américain et les États-Unis ne puissent pas en faire partie. Et plus l'économie américaine est grande, plus la part des États-Unis dans ce système serait importante. Encore une fois, il faudrait que ce soit un système équitable, plutôt qu'un système coercitif. Et encore une fois, je pense que cela a parfaitement du sens pour les États-Unis, dans la mesure où ils estiment avoir une économie capable de rivaliser sur les marchés mondiaux. Et je crois qu'ils en sont capables. Les États-Unis possèdent un dynamisme économique et une culture entrepreneuriale véritablement remarquable, bien plus agile que ce que je constate en Europe. Ils ont une approche plus innovante de la concurrence sur leur propre territoire.
Et il n'y a aucune raison pour qu'ils ne puissent pas rivaliser sur cette base à l'étranger également. at home, and there's no reason why they couldn't compete on that basis abroad as well. I think that an important test of Trump. Je pense qu'un test important de l'agenda de Trump sera de voir s'ils seront capables de réformer le système bancaire. Car sans réforme du système bancaire, tout cela sera très très difficile. Ce qui sera nécessaire, c'est de soutenir les petites et moyennes entreprises, qui sont dans toutes les économies, les principaux moteurs de l'emploi, et aussi les principaux moteurs de l'innovation. Donc, si l'on veut avoir des industries fortes et compétitives, et une production de biens réels utiles aux gens du monde entier, il faudra être capable d'allouer du crédit aux petites et moyennes entreprises. Et je pense que pour y parvenir, il faut réformer le système bancaire. Car en particulier depuis la dernière crise financière, la tendance a été à la consolidation du système bancaire. En gros, il s'agit soit d'éliminer les petites et moyennes banques, soit de les absorber dans les grands groupes comme Citigroup, JP Morgan et Bank of America. Il va donc falloir inverser cette tendance pour rétablir l'égalité des chances, équilibrer l'espace concurrentiel et permettre aux petites, régionales et locales banques de prospérer. Ainsi, elles pourraient soutenir les petites et moyennes entreprises au niveau local. Ensuite, les États-Unis, en utilisant ce même système, pourraient s'intégrer dans des structures multipolaires exactement de la même manière que n'importe quel autre pays. C'est bénéfique pour tout le monde. Mais l'état d'esprit enraciné et les intérêts établis cherchent encore à conserver le pouvoir, tentant de ramener Trump à jouer le rôle de police mondiale et à être en guerre permanente partout. Ce sera un long combat. Mais dans ce contexte de réinitialisation mondiale, ou quels sont les autres principaux défis? Ou considérez-vous cela comme une réinitialisation, si vous le souhaitez, ou simplement un redémarrage de l'économie et de l'économie mondiale? Eh bien, que faut-il faire d'autre? Veulent-ils vraiment être la seule monnaie de réserve? Parce qu'ils parlent sans cesse de réindustrialisation, mais en général, les pays qui cherchent à s'industrialiser rapidement ont adopté des politiques très néo-mercantilistes. Donc vous maintenez vos devises faibles, ce qui limite les importations et maximise les exportations. Ainsi, avec le temps, il se peut que vous deviez vous serrer la ceinture, mais au moins la puissance productive afflue dans le pays. Vous constituez des réserves. Est-ce cela qu'ils veulent faire? Mais en même temps, ils ne peuvent pas laisser le dollar devenir trop fort. Ils ne peuvent pas non plus trop renforcer le dollar. Alors, comment s'y prendre? Ou que feriez-vous? Parce qu'il est facile de voir que Trump a tâtonné sur ce sujet. Mais que peuvent-ils faire? Que peuvent faire les États-Unis dans cette situation? Et que devraient-ils faire? Eh bien, vous avez tout à fait raison de dire que si vous voulez réindustrialiser votre pays, vous allez devoir adopter certaines politiques de protection pour vos industries nationales. Cela signifie qu'il faut s'éloigner de la politique de libre-échange. Et c'est exactement ce que signifiait le jour de la libération. De Trump, parce qu'il voulait introduire des droits de douane, précisément, pour créer un espace protégé permettant aux fabricants américains de prospérer et de se développer. Affaiblir le dollar, oui, cela devrait en faire partie. Mais comment y parvenir? Je ne sais pas exactement. On ne peut pas déprécier une monnaie flottante, mais d'une manière ou d'une autre. Et je ne prétends pas savoir exactement comment ils s'y sont pris. Lorsque Donald Trump est arrivé au pouvoir, le dollar s'échangeait contre l'euro à environ 1,3 $ pour un euro. Eh bien, maintenant, le taux est presque à 1,14 $ pour un euro, ce qui signifie qu'en seulement 3 mois, les exportations européennes vers les États-Unis sont devenues 9 à 10% plus chères, et les exportations américaines vers l'Europe
9 à 10% moins cher. Donc, que cela soit un hasard ou qu'il y ait une politique concertée derrière, je ne le sais pas vraiment. Mais cela va nécessiter de nombreuses mesures. Certaines pourraient être secrètes, peut-être une manipulation des marchés pour affaiblir le dollar, des tarifs douaniers, etc. Mais cela prendra du temps. Et nous en saurons plus par la suite que ce que nous pouvons deviner pour l'instant. Mais le simple fait que Trump ait pris ce pari audacieux avec les tarifs douaniers montre que c'est ce qu'il entend faire, que c'est la politique de son administration. Eh bien, je suppose que ma dernière question porte sur le même sujet de cette remise à zéro. Encore une fois, il reconnaît que toutes ces guerres internationales sont un gouffre pour les ressources. Et oui, je vois donc cela comme la principale motivation pour y mettre fin. Il pourrait, bien sûr, s'y opposer pour des raisons humanitaires ou autres, peut-être. Mais malgré tout, il semble que la préoccupation principale soit, je suppose, le retour sur investissement, car cela devient une entreprise perdante. Je peux donc imaginer que cela fasse partie d'une réorganisation de l'Amérique et du monde, en abandonnant le rôle de gendarme du monde et en se repliant. Cependant, le seul cas qui semble aller à l'encontre de cela est celui du Moyen-Orient, où il semble que Gaza va être nettoyé ethniquement. Et aussi maintenant, plus inquiétant encore, l'Iran, où l'on voit la possibilité qu'Israël frappe l'Iran. Cela devrait alors se faire, au moins en partie, avec l'aide des États-Unis. Comment interprétez-vous cela? Ou pensez-vous que Trump ne soutiendrait pas une telle chose? Pour moi, il est très difficile de comprendre cela, car à mes yeux, cela n'a aucun sens. Vous savez, l'ensemble de la politique envers Israël, envers l'Iran, envers le Yémen, semble tellement incohérente et insensée que je soupçonne qu'il doit y avoir une autre logique derrière tout ça. J'essaie de deviner laquelle cela pourrait être. Par exemple, le 15 mars, Trump a lancé l'opération Rough Rider et a commencé à bombarder le Yémen, juste après l'opération Prosperity Guardian, qui bombardait le Yémen depuis les 15 mois précédents sans aucun résultat. Et donc, on lance quelque chose qui est exactement la même chose que l'opération précédente, comme si on allait obtenir un résultat différent simplement parce qu'on a changé le nom de l'opération. Je me demande donc ce que cela peut bien signifier. Eh bien, on peut avancer plusieurs hypothèses. Peut-être pensait-il faire comme les Israéliens au Liban et décapiter la direction d'Ansar Allah. Mais j'ai pensé que c'était peut-être une façon de détourner l'attention de l'Iran, à savoir que les proches de Trump, et Trump lui-même, veulent éviter une guerre contre l'Iran. Et je pense qu'il est logique qu'ils veuillent éviter cette guerre, car elle serait absolument dévastatrice pour l'Iran, mais aussi pour Israël. Donc, ils lancent une grande campagne de bombardement très médiatisée contre le Yémen, car cela donne l'impression d'agir de façon forte, audacieuse et déterminée, tout en évitant le vrai problème, comme on dit, les vrais hommes vont en Iran. Eh bien, on voit déjà à quel point ils ont du mal avec le Yémen. Ils auraient 10 fois plus de difficultés s'ils s'attaquaient à l'Iran. J'ai entendu une explication similaire à celle-ci, que les États-Unis laissent plus ou moins Israël agir librement dans d'autres parties du Moyen-Orient, mais presque comme une condition pour qu'Israël soit limité en ce qui concerne une attaque contre l'Iran. Mais ensuite, ces derniers jours, on voit maintenant la possibilité d'une véritable attaque. Penses-tu qu'il est probable qu'Israël passe réellement à l'acte? Je veux dire, l'Iran serait le dernier pays que l'on voudrait attaquer au Moyen-Orient. Oui, exactement. Et donc cela n'a absolument aucun sens. Je pense que les Israéliens pourraient, enfin ils veulent clairement le faire. Reste à savoir s'ils oseront, on verra, mais je dirais que c'est du 50-50. Vous savez, Israël est dans une situation extrêmement critique. Benjamin Netanyahou lui-même
et probablement dans ces derniers jours. Donc attaquer l'Iran, même si c'est pratiquement suicidaire, serait ce pari désespéré, où l'on déclenche quelque chose de très grave et sanglant. On s'expose à une contre-attaque dévastatrice, puis on essaie de déchaîner l'opinion publique occidentale et d'accentuer la pression sur l'administration Trump, l'OTAN et d'autres puissances occidentales pour qu'elles interviennent afin de défendre Israël. To step in to defend Israel. And then maybe in this massive Et alors, peut-être qu'au milieu de cette immense conflagration guerrière, on s'offre une espérance de vie prolongée. Si les choses restent en l'état, je pense qu'il est presque certain qu'Israël s'effondrera, que Benjamin Netanyahou finira probablement en prison et qu'une guerre civile pourrait éclater en Israël. Si cela se produit, il est impossible de prédire l'issue, mais il est très probable qu'Israël cessera d'exister sous sa forme actuelle. Et, d'une manière très détournée, on pourrait finir par converger vers une solution à un seul État. Ainsi, les Israéliens sont désormais tellement désespérés à l'idée de prévenir l'effondrement de leur propre État et de leur système politique qu'ils pourraient faire quelque chose d'aussi imprudent et désespéré. J'espère que les Russes interviendront, car ils ont proposé de servir de médiateurs entre l'Iran et les États-Unis, et cela pourrait apaiser les tensions dans une certaine mesure. Les Russes exercent également une certaine influence sur les Israéliens, car plus de 2 millions de citoyens israéliens sont originaires de Russie. Ils pourraient donc avoir suffisamment d'influence pour freiner ces extrémistes en Israël, qui sont engagés dans une mission fanatique et messianique, qui sur le plan rationnel ne semble avoir aucun sens. Donc je pense qu'il y a une chance sur 2 que la situation explose, et j'espère vraiment que la médiation russe aidera à calmer la situation, comme un retardateur de flamme. Oui, je pense que ça pourrait être la solution. J'ai entendu cela de nombreuses fois auparavant. Eh bien, les Russes, bien sûr, ils sont impliqués. Ils pourraient aussi superviser ce programme nucléaire qui préoccupe beaucoup les Américains. Et en effet, les Russes sont un partenaire important de l'Iran. Ils ne veulent pas non plus que l'Iran possède ces armes. Les Iraniens ne veulent pas non plus posséder ces armes. Ils n'en ont probablement pas besoin, car ils disposent désormais de ces missiles hypersoniques, qui rendent en grande partie les missiles nucléaires obsolètes. Une destruction gratuite, sans gain stratégique. Alors qu'avec les missiles hypersoniques, on peut obtenir l'avantage stratégique sans la destruction gratuite, et les Iraniens savent qu'ils l'ont. Ils sont donc très disposés à renoncer à l'ambition de posséder des armes nucléaires. Et puis, il faut se rappeler qu'en 2018 ou 2019, les Russes sont effectivement intervenus avec succès en Syrie après les attaques chimiques de la Ghouta. Et il y avait un risque élevé qu'une grande guerre éclate, parce que, vous savez, c'était la ligne rouge de l'Occident, et ils allaient intervenir, et il y aurait eu une grande guerre en Syrie. Et les Russes ont dit, « Eh, vous savez, d'accord, allons-y. Nous allons vous aider à faire en sorte que les Syriens abandonnent leurs armes chimiques. » Tous les stocks disponibles ont été détruits sur des navires de la marine américaine. Les Russes ont supervisé, les Américains ont supervisé, et cette situation a été désamorcée avec succès. Donc, il est peut-être possible qu'un scénario similaire se produise en Israël. Absolument. Eh bien, il arrive souvent que toutes les prévisions reposent sur l'hypothèse de la rationalité des principaux acteurs. Le problème aujourd'hui, c'est que nous atteignons ce point de rupture pour de nombreux pays. C'est-à-dire que les États-Unis connaissent de graves problèmes économiques. En Europe, il y a un immense désespoir face à la perte de la guerre en Ukraine. En Israël, il pourrait être confronté à un effondrement,
Donc, je pense que lorsque les pays sont désespérés, ils font souvent des choses insensées. Je ne parie plus autant sur la rationalité. Quoi qu'il en soit, Alex Kreiner, c'est toujours un plaisir de vous parler. Merci pour votre temps. Merci de m'avoir invité, Glenn. Ce fut un plaisir. À la prochaine.